Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une autre petite capsule sur ce que le grand Albert Einstein nous a laissé lors de son passage sur notre Terre. Je voudrais vous parler de la déviation des rayons lumineux quand ceux-ci passent près d'une grosse masse comme le Soleil. En 1911, Albert Einstein, en se servant de la théorie de Newton et combiné au principe Doppler, l'effet Doppler, et son principe d'équivalence, Albert suppose que la lumière émise par un atome et qui passe près d'une grosse masse, comme le Soleil, sera décalé vers le rouge. Et je vais revenir un peu, là. L'effet Doppler, c'est un Allemand qui a trouvé ça, là. L'effet Doppler, c'est, disons, dans notre monde à nous autres, quand vous êtes sur le bord d'un chemin de fer et que vous entendez le train qui s'en vient, vous allez l'entendre de loin gronder. Il va gronder, il va gronder. Plus il s'approche, plus le son devient strident. Et quand il a passé quand il vous a dépassé le long de la voie ferrée, le son va passer de strident à moins aigu. Autrement dit, vous entendez le train qui gronde. Puis là, il va baisser. Parce que la longueur d'onde, quand le train s'en vient, c'est ça l'effet Doppler, la longueur d'onde se rapproche. Et autrement dit, votre son est plus aigu. Et quand il s'éloigne de vous, la longueur d'onde s'étire. Et là, le bruit devient plus sourd. Et le principe d'équivalence d'Albert, c'est le cœur de la relativité générale. C'est avec ça qu'il a réussi à concocter la théorie de la relativité générale. En somme, ce qu'Albert a fait avec la relativité générale, il faut le redire, c'est qu'il a amélioré les équations de Newton en rapport avec la gravitation. C'est ça la relativité générale. Et si on revient à nos moutons, pourquoi est-ce que la lumière dévie au passage d'une grosse masse? Ça, il a dit ça en 1911, là, parce que sa relativité générale n'était pas complétée à ce moment-là. Mais déjà, il supposait que les rayons lumineux seraient déviés lorsqu'ils passent près d'une grosse masse. Et la raison qu'il donnait, c'est que quand le rayon lumineux passe près d'une grosse masse où le champ gravitationnel est très fort, à comparer à un observateur qui est situé où le champ gravitationnel est beaucoup plus faible comme la Terre, celui-ci va voir le rayon lumineux décalé vers le rouge. Ça, c'est resté comme ça jusqu'en 1915. En 1915, Albert avait complété sa théorie de la relativité générale. Ça lui a pris 10 ans à faire ça. C'était très, très ardu, là, comme il l'a dit souvent lui-même. Là. Et là, il peut calculer la déviation du rayon lumineux qui passerait près du Soleil. Il s'est servi de la même façon qu'il a calculé le périhélie de Mercure, des mêmes équations, ces équations de la relativité générale, et il est arrivé à une déviation du rayon lumineux de 1,75 secondes d'arc. Que le rayon lumineux serait courbé d'une seconde. Là, j'ai exagéré ça ici. Là. Ça, c'est le Soleil. Vous voyez, la Terre est dans ce coin-là. Et la déviation du rayon lumineux, là, c'est 1,75 secondes d'arc. Ça veut dire que si je le mets en réalité, là, on le verra presque pas, là, mais c'est pour donner un exemple. C'est-à-dire que le gars, celui qui est situé sur la Terre va voir l'étoile ici. Il va la voir là, mais en réalité, elle est là. Et c'est ça que Albert avait calculé en 1915. Mais ça, c'est durant la guerre 14-18. Et il a fallu attendre l'éclipse de 1919. L'éclipse de Soleil, là. Et la Société royale de Londres a organisé 2 équipes qui iraient mesurer
l'étoile lumineuse qu'on verrait, qui passerait près du Soleil, les rayons passeraient près du Soleil. Il en a envoyé une au Brésil et une en Afrique de l'Ouest. Et les astronomes ont pris des clichés photographiques le plus possible là, durant l'éclipse pour essayer de vérifier si la théorie d'Albert était correcte ou pas. Parce que dans ces années-là, il y avait beaucoup de sceptiques là, au sujet de la théorie de la relativité générale. Il y a beaucoup de physiciens et de grands savants qui émettaient des doutes au sujet de cette théorie. Évidemment, c'est tellement nouveau que c'est sûr qu'une chose qui est nouvelle de même, là, avant que ça fasse son chemin, ça prend du temps. Et comme je disais, l'exposition est organisée. Et le 29 mai 1919, la journée de l'éclipse, on prend beaucoup de photographies le plus possible de l'étoile qu'on voyait là, près du Soleil. Et Albert commençait à être connu à cette époque, c'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui émettait des doutes sur ces théories. Là. Il y en a qui acceptaient ça, mais il y en a beaucoup qui trouvaient que, en tout cas, pour le temps, c'était... autrement dit, ça n'avait pas grand bon sens, cette histoire de théorie-là. Et il faudra attendre jusqu'en septembre 1919. Évidemment qu'en 1919, les moyens de communication ne sont pas comme aujourd'hui. Imaginez l'équipe qui est rendue au Brésil. Là, il s'en venait avec des bateaux à voile. Là. Il n'y avait pas... Puis on n'avait pas les moyens de communication qu'aujourd'hui. Là. Et c'est là qu'Albert Einstein s'est informé pour savoir... il a attendu jusqu'en septembre 1999 pour savoir qu'est-ce qui se passait avec cette expérience-là, parce qu'il n'avait pas de nouvelles. Et c'est Anton Lorentz, c'était un de ses connaissances. Anton Lorentz, c'est un Hollandais qui était polyglotte. Je pense qu'il parlait 4 ou 5 langues couramment. Il était en contact avec tous les physiciens, les grands physiciens du temps. Il pouvait leur parler. Et il avise Albert Einstein que les résultats seront dévoilés le 6 novembre 1919, excusez, là, par la Société royale de Londres ainsi que la Société de l'astronomie de l'Angleterre. Les résultats furent dévoilés en grande pompe, évidemment, parce que la Société royale de l'Angleterre savait qu'Albert avait raison. Et ils ont fait ça dans une grande pompe, là, comme je dirais, là, pour annoncer les résultats. Pour l'équipe du Brésil, avec les plaques photographiques, ils ont mesuré l'angle. Ça donnait 1,98 secondes d'arc, plus ou moins 30,30 secondes d'arc, là, parce qu'il y avait, ils ont calibré la marge d'erreur qu'il pouvait y avoir dans ça, parce que c'est sûr que dans ce temps-là, les instruments, c'était pas si précis qu'aujourd'hui, là. Et l'équipe de l'Afrique de l'Ouest ont mesuré 1 seconde, 0,60 d'arc, avec un facteur d'erreur de plus ou moins 0,30 secondes d'arc. Et là, ils en ont conclu, estomaqué évidemment, que Albert Einstein, avec sa relativité générale, il n'y a pas de télescope puis de toute cette affaire-là, là, lui, là. Avec sa calcul, sa théorie de la relativité générale, Albert avait calculé une déviation de 1,75 secondes d'arc pour le rayon lumineux qui passe près du Soleil. Comme on dirait aujourd'hui en bord canadien, Albert avait frappé en plein dans le mille. Et ceci a bouleversé complètement la façon dont nous allons voir le monde après cette date. Ça a fait les journaux à travers le monde. L'histoire de déviation de rayons lumineux, parce qu'il n'y a jamais personne avant Albert Einstein qui avait pensé que la lumière pouvait être déviée par des grosses masses comme le Soleil. Il est évident que toutes les masses dévient la lumière, mais c'est tellement imperceptible qu'on s'en rend pas compte. Mais là, Albert est devenu du sommité mondial. Là, tout le monde, tous les grands journaux du monde à la une là, ont commenté cet effet-là, ce résultat-là, du résultat d'Albert Einstein avec sa relativité générale. C'était quasiment inconcevable pour le temps qu'un être humain puisse réussir à calculer la déviation d'un rayon lumineux qui passerait près du Soleil. Là.
juste avec son intelligence et la théorie qu'il avait concoctée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'Albert Einstein, là, parce que ces théories-là sont en train de se répandre, je dirais un peu à travers tout le monde. Parce que le degré d'éducation qu'il y a aujourd'hui est beaucoup plus élevé qu'il y avait en 1919, là, dans ces années-là, et les gens comprennent de plus en plus que ces choses-là. Et c'est pourquoi c'est de plus en plus populaire sur YouTube et les réseaux sociaux, là. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent ces choses-là formidables. Et encore une fois, le grand Albert Einstein nous a laissé quelque chose qui a bouleversé la compréhension du monde là, à partir de 1919. Et je voudrais dire en terminant que ceux qui aiment mes petites vidéos peuvent toujours s'abonner à mes vidéos. Quand vous écoutez une de mes vidéos, vous voyez la case abonner. Si vous cliquez dessus, vous allez être abonné à mes vidéos. Et ça qu'est-ce que ça veut vous dire? Ça va vous dire que quand je fais une vidéo, vous allez être automatiquement avisé dans votre boîte à mal, là, via Google, comme quoi je viens de faire une vidéo. Si vous regardez votre boîte à mal et que ça ne vous intéresse pas, vous cliquez simplement sur Delete, puis là, la vidéo va disparaître, vous n'avez pas besoin de la regarder, là, il s'en va. Ceux qui aiment ça, bien à ce moment-là, eux autres vont savoir que j'en ai mis un, et ils vont l'écouter. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine, et bye!